Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques instants, je reçois mes premières invitées, Louise Lancio et Vicky, qui vont venir nous parler des appartements L'Assomption, un organisme qui est bien connu dans l'Est de Montréal. Et on va parler aussi des ateliers Folie douce que j'ai eu l'occasion de tenir à cet organisme-là. On aura tout ça dans quelques instants. On a à l'Espresso 5 faits surprenants sur notre cerveau. En début de deuxième demi, Mike Santoro, notre collaborateur, vient nous parler des limites. Et dans le dernier quart d'heure, à l'Espresso allongé, à la recherche de son égocentrisme. Tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence d'abord en chanson avec Hôtel Amour de Ariane Moffat. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui deux invités. Alors, Louise Lancio, bonjour. Bonjour. Louise. Et Vicky.
Bonjour Vicky. Alors, toutes les deux, on va parler ensemble d'abord des appartements à l'Assomption, puisque Louise, tu es responsable, en fait, des appartements à l'Assomption, qui sont des appartements supervisés sur la rue l'Assomption. Donc, ils font partie un peu du regroupement de Maison L'Échelon. On sait que Maison L'Échelon fait de l'hébergement pour les gens. Mais on va aussi parler ensemble des ateliers radio que j'ai eu le plaisir d'aller tenir chez vous l'été passé, puis l'automne 2013, été et automne 2013. Et il est sorti un produit de ça. On va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, je suis heureux de vous recevoir en studio. C'est votre première fois, je pense, ici, à la radio. Donc, bienvenue. Louise, d'abord, j'aimerais ça qu'on commence ensemble avec... expliquer un peu plus c'est quoi l'hébergement, en fait. Quand on dit appartement supervisé en santé mentale, on veut dire quoi, là, si on veut mettre ça assez simple, là, toi qui côtoies ce milieu-là depuis un certain temps? Bien, des appartements supervisés, c'est d'abord l'accès à un local communautaire, l'accès à une personne à qui on peut se référer. C'est avoir un lieu d'appartenance et avoir des outils pour tenter de s'approprier une meilleure vie, une vie avec une meilleure qualité de vie. Et c'est pas nécessairement, on pourrait pas dire que c'est seulement des gens qui ont des problèmes de santé mentale qui habitent à ces endroits-là. Ça peut être mixé, en fait. Ben, en effet, si on parle de l'Échelon, de Maison L'Échelon, il y a 20 appartements qui sont pour les gens de l'Échelon. Oui. Sinon, c'est des locataires réguliers. Et la ressource se trouve dans des HLM. Donc... il y a une mixité là, quelle est la réaction des gens qu'on dit normaux, mais en fait, qui est normal dans cette société? Là, mais les gens qui n'ont pas, disons, de problématiques de santé mentale, quelle est leur réaction? Ils sont au courant que leurs voisins sont... Quand on est arrivé, ça a été dit qu'il y avait une ressource en santé mentale qui allait venir... sur les lieux et qu'il y aurait des appartements dédiés à ces personnes. Okay. Et les gens, bien sûr, il y a eu beaucoup de réticences, mais là, je te parle, ça fait 15 ans. Là. Mais c'est certain que quand il y a des problèmes, les gens ont tendance à avoir beaucoup de préjugés par ignorance, par manque de connaissances. Et bref. Donc, le travail est à continuer là, de démystification, de dédramatisation, surtout, peut-être. Hein? En effet, on doit expliquer que les gens, ils ont tous les capacités, l'intelligence, et qui sont à la recherche de leur équilibre, tout comme eux, comme n'importe qui. Là, Et Vicky, tu nous fais le plaisir de ta présence. Donc aujourd'hui, tu vis dans ce genre d'appartement supervisé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai vécu 5 ans dans un foyer qui était non-stop supervisé, c'est-à-dire aussi... non seulement des intervenants, mais une cuisinière. Ah oui? Donc, une présence encore plus omniprésente, dans le fond? Et ça fait 2 ans que j'habite dans un logement où c'est moins supervisé, c'est-à-dire que la semaine seulement, les heures de travail. OK. Donc, c'est quand même... Est-ce que ça te convient mieux à ce moment-là? Est-ce que c'est une évolution qui est arrivée, qui fait plus ton affaire? Oui, au départ, c'est sûr que ça aide au niveau social... gérer les conflits avec les gens, être plus sensible justement aux problématiques des autres, ça ouvre sur notre propre univers à ce niveau-là. Oui, c'est bien. On a fait ensemble, on pourrait peut-être y revenir aux appartements, mais ça nous donne déjà une bonne idée, une meilleure idée. On a fait ensemble, on a eu l'occasion de travailler ensemble, de s'amuser aussi avec les ateliers Folie Douce qu'on a tenus pendant plusieurs semaines où j'allais vous rencontrer, puis avec un groupe qui a été quand même tenace et qui a bien participé jusqu'à la fin aussi. Et ça nous a permis de développer justement un produit intéressant. En fait, c'est une chanson qu'on a finalement pondu une chanson après avoir échangé ensemble. On a décidé un petit peu, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta perception de cette activité-là. On aura l'occasion de l'écouter dans quelques instants, mais Louise, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'expérience? Bien, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que au fond, la table a été mise pour exploiter toute la créativité des gens.
Et ils en ont de la créativité. Et exactement, c'est ce qu'on a pu constater. Hein? Oui. Vraiment, ça a été plusieurs découvertes des forces, des qualités des gens dans la créativité. On va pouvoir en parler aussi. Là, c'est le chant, c'est les mots, c'est l'écriture. Il y avait beaucoup à voir, puis de la persévérance aussi, puis chanter, c'était pas évident. C'est pas évident. Oui, avant de faire écouter la chanson, justement, qui s'intitule « Libération », Libération, pourquoi? Parce que, tu sais, les appartements supervisés, on parle souvent, puis c'est pas un mythe, là, mais il y a souvent des problématiques de bébites ou de... Ça ne veut pas dire qu'il y en a à tous les endroits, mais il y a eu, on a entendu parler beaucoup dans l'actualité aussi, des punaises de lit, des choses comme ça. Donc, c'est un sujet, dans le fond, qu'on voulait un peu rire de ça, ou en tout cas de dédramatiser peut-être la question en faisant une chanson. C'est un peu ça. Et Vicky, est-ce que toi qui as participé, que tu es une des plus assidues d'ailleurs au projet, quelles sont tes impressions générales de ta participation aux ateliers Folie Douce? Ça a été libérateur. Oui, justement, libération. Ça a été créatif. Je pense qu'on a pu développer une bonne complicité au fil des semaines et des mois. Puis vraiment une fierté aussi à la suite du résultat final. Puis de dire, mon Dieu, on a eu du plaisir. Puis c'était donc intéressant de rencontrer... Radio Centre-Ville une fois par semaine. Oui, bien, merci, c'est bien. On va écouter justement la chanson qui s'appelle Libération. Je veux dire que la musique aussi est de Pierre Laporte, notre metteur en ondes, en passant. Puis on peut dire tout de suite, on n'est pas évidemment des professionnels, c'est pas un travail studio, on a produit ça avec quand même des moyens rudimentaires, mais c'est une chanson qu'on vous invite à écouter. On va revenir ensuite pour commenter. Donc, vous écoutez ça donc sur l'émission Folie Douce, ça s'appelle Libération.
Bien voilà, sans prétention, c'était Libération en primeur radiophonique. C'est rien de moins, Louise. Oui. Le crois-tu? Oui, de notre travail. Et Vicky aussi. Oui. Croyais-tu qu'on allait pouvoir y arriver? Tu sais, c'est parce qu'on a fait évidemment ça dans le cadre des ateliers Folie Douce à Appartement l'Assomption de Maison l'Échelon avec vous et d'autres personnes. Bon, on y a travaillé fort, Oui. mais on a eu aussi pas mal de plaisir. Oui, exactement. Je dois avouer là, que... Exactement. C'est un processus, en fait, qui s'est fait un petit peu naturellement aussi en échangeant, puis on a cheminé sur notre projet, puis c'était probablement un projet adapté au groupe aussi. Je pense que ça donne qu'il y a quelques personnes du groupe qui avaient quand même des voix qui se prêtaient à ça. On n'est pas des chanteurs, mais on a participé quand même. Il y a plusieurs voix, la voix de Pierre, la mienne, la tienne, plus les participants des ateliers. Mais tes impressions, Vicky, est-ce que tu l'as fait écouter à des gens, d'abord, la chanson? Est-ce que tu as eu l'occasion d'avoir des commentaires? Pas encore, non. Bons mais ou j'en mauvais? ai parlé, par exemple. T'en as parlé? Oui. OK. Fait que c'est quand même bien. Et Louise, est-ce que tu as quelques mots à dire sur l'expérience? J'aimerais ça. En fait, on va faire le dévoilement bientôt là, dans Oui. une réunion au local, justement, Oui. là, puis on va dévoiler le CD, puis C'est on va bon. faire écouter aux autres. Puis Un genre de lancement. C'est ça, on va entendre les commentaires. Puis, On parlait en début d'entretien, Louise, que tu es justement intervenante. Tu es là à Maison l'Échelon, donc on parlait un peu de la façon que ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui fait que tu restes? Ça fait plusieurs années que tu y es. C'est pas évident comme travail. Donc, qu'est-ce qui te motive à demeurer, finalement? Bien, je te dirais que c'est les rapports humains qui sont toujours différents, qui sont toujours... puis c'est de voir les gens s'épanouir, puis cheminer. Comme aujourd'hui, j'ai assisté à un malentendu entre deux personnes, puis je les ai aidés à reprendre contact et à redevenir amis. OK. Fait que juste pour ça, là, ça a fait ma journée. J'étais tellement contente pour elle. Autant qu'il doit y avoir eu au courant des années des déceptions, puis il y a des moments, ça doit être difficile à vivre. Oui, il y a eu toutes sortes d'affaires. J'ai eu des gens qui m'ont été référés, puis j'ai été toute seule à tenter là, de les aider ou enfin qu'ils soient hospitalisés, tout ça. Puis, mettons que par moments, ça a pris beaucoup de temps, puis il y a eu des décès, il y a eu toutes sortes de choses. Hein, puis, c'est pas évident. Ça laisse des traces. On dans s'attache aux l'histoire, gens. Puis, oui. Ben, c'était vraiment intéressant, ça a passé tellement vite. Je suis content de vous avoir reçu en studio parce on s'est côtoyé chez vous. En fait, on arrivait avec l'équipement chez vous, mais de venir nous voir en studio, c'est comme... c'est très apprécié de notre part. Alors, merci Louise Lancio d'avoir été des nôtres. Merci. Ben, merci d'être venu puis nous avoir fait vivre ces ateliers. Merci à vous. Ça m'a beaucoup appris moi-même aussi. Merci Vicky de ta présence et ta présence dans les ateliers. Ta présence ici aussi, c'est fort apprécié. Il n'y a pas de quoi. Merci. Bonne continuité. Et à la prochaine peut-être. Prochaine chanson peut-être. Au revoir. Salut. Ouais. Salut. Un tambour d'aisselle en tête chou. Le tam-tam est tendre et fol et doux. Le rythme se bat contre mes doigts qui dansent. Un air s'évente dans mon œil bleu gris. J'aimerais un tambour à la peau sans forme. Un visage de rose sans crème de chou. Lent comme mes macs déguise les vautours. Je cherche un tambour qui casse le brouillard. Je chante un tambour qui se coiffe de vagues à la saveur d'une crêpe. Un thé au noir prise dans le désir. J'embrasse le défi, j'embrasse le tam-tam et tout le kid. J'embrasse le tam-tam et tout le kid. Passe-moi un temps qui casse les brouillards, qui sait battre de mes rêves. Donne-moi ce temps qui sait tourner mes rêves. Je chante un tambour qui se coiffe de vagues à la saveur d'une crêpe. Un thé au noir prise dans le désir. J'embrasse le défi, j'embrasse le tam-tam et tous les kids. J'embrasse le tam-tam.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. C'est maintenant le bloc espresso qu'on attend toujours. Un petit remontant, finalement. Ça nous réveille. Ça donne, Même si des fois les sujets sont difficiles. Oui. C'est pas que les autres sujets, ça vient comme donner un petit... Ça donne du pep, finalement, dans l'émission. C'est un compliment. Et oui, et c'est Pierre Laporte donc, qui est présent, ainsi que Ghislain Malo qui est au micro. Et le thème que tu nous amènes, le sujet, c'est 5 faits surprenants sur notre cerveau. On va peut-être apprendre quelque chose. Oui, selon un article de sélection du Reader's Digest. Oui. Un article qui nous dit « Votre cerveau, c'est vous. Il ne se remplace pas comme un cœur, un rein, un foie ou un poumon. » Alors, on nous dit « Voici 5 faits que vous ignorez peut-être sur cet organe. » Oui. Premièrement, alors qu'un cerveau adulte pèse en moyenne 1,4 kg, c'est-à-dire environ 3 livres, et qu'il représente environ 2% de la masse corporelle, il consomme en fait 20% du glucose de tout l'organisme, ce qui témoigne de l'ampleur de ses besoins énergétiques. Comme ces cellules ne forment pas de réserve, elles doivent en permanence être ravitaillées par le sang. Ah bon? Ça veut dire que c'est comme une centrale électrique. C'est la partie qui sert le plus. C'est la partie qui pense. Mais faut pas bourrer notre cerveau de sucre. Non, non, ça serait pas mieux. Deuxième fait Donc, c'est la pièce principale de notre fonctionnement humain. Exactement. Mon Dieu que tu parles bien. C'est quasiment tu parles poétique. bien ce matin. Deuxième fait surprenant, à 25 ans, notre stock de neurones commencerait à décliner et à la cinquantaine, nous en perdrions plusieurs dizaines de milliers par jour. OK. Faut pas dire quel âge qu'on a. Non. Ce phénomène n'est toutefois pas alarmant, Ghislain, dans la mesure où nous en avons énormément au départ et où nous utilisons même pas la totalité de nos neurones. Ah ouais. Or, contrairement au postulat admis il y a une vingtaine d'années, que si les neurones ne peuvent se répliquer, elles sont pourtant aptes à se renouveler et à créer de nouvelles connexions. Ce processus se nomme la neurogénèse. Oui, c'est peut-être aussi celle de la sagesse. Je mens, là, qui reste dans notre corps à 50 ans. Mais c'est vrai que les neurones établissent de nouvelles connexions tout au long de la vie, en fait, même dans un âge qui peut être assez avancé. Troisième fait surprenant, plus vite que son ombre. Un réflexe est un mouvement involontaire et rapide qui se produit à la suite d'un stimulus. Son déclenchement fournit une indication sur la bonne santé de notre système nerveux. Ainsi, quand le médecin, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais quand celui-ci porte à l'aide d'un petit marteau un coup sur le tendon situé sous la rotule, il stimule des nerfs sensitifs. L'influx nerveux se propage alors jusqu'à la moelle épinière qui l'envoie sans qu'il passe par le cerveau à des nerfs moteurs, provoquant la contraction brusque du quadriceps, qui est l'un des muscles de la cuisse, et la projection en avant du pied. Tu sais, vous savez, le médecin cogne et le pied monte dans les airs. Ouais. Donc, le parcours de ce circuit nerveux s'effectue en combien de temps, pensez-vous? En millisecondes, ça ne dure même pas une. Non, là. absolument. Ça dure combien de temps, tu penses? Quelques millisecondes? Oui. Mais t'es pas loin, c'est 40 millièmes de seconde. Donc, 4 centièmes de seconde, si on veut. Donc, c'est vraiment très rapide. Je me rappelle pas non plus. C'est quoi le but encore quand on frappe dans un examen, comme on appelle général? C'est pour connaître nos réflexes. Exactement. Okay. Oui, un réflexe exagéré peut être le signe d'une lésion du nerf moteur, alors qu'une absence de réflexe sera révélateur d'une anomalie. Alors, il faut réagir, oui, mais pas trop. Si le pied te lève trop haut, mais c'est... Et en même temps, on n'a pas de contrôle. En fait, c'est notre corps qui... C'est ça. Si le pied lève trop haut, mais là, il y a un autre problème. Ouais. OK, ça doit être utile pour les gens qui, des fois, je ne sais pas, qui ont un ACV, parce que y a pas, moi, je ne suis pas assez connaissant en médecine. Là. Quatrième fait surprenant sur le cerveau. L'hypothalamus nous dit, par exemple, de s'alimenter quand la faim nous signale une baisse de glucose dans notre sang. Représentant moins de 1% du volume global du cerveau, cet amas de cellules nerveuses connectées à la quasi-totalité des autres régions cérébrales reçoit des signaux nerveux de l'organisme et lui fournit des réponses adéquates d'ordre comportemental ou métabolique. Il participe ainsi à la régulation de fonctions aussi variées que la faim, la soif, le sommeil, le stress, les changements d'humeur, le maintien de la pression artérielle ou la libido.
Donc, c'est beaucoup d'ouvrage pour cet organe qu'on appelle l'hypothalamus. Oui, mais un cerveau, c'est comme une boîte à outils. Tous les comportements ont un rôle très, très défini puis bien important. Tout passe par là. Ben oui. Ça, tu le savais. Oui, oui. Donc, c'est pas un fait surprenant pour toi. Ben non. Je veux dire, c'est un peu comme le coffre à pêcheur humain. Là, ça nous fait encore réaliser encore plus, on parle souvent dans l'actualité des commotions cérébrales dans toutes sortes de sports. Comment le cerveau, c'est tellement important. Ouais. C'est tellement un petit organe, si on veut, mais qui en gère tellement. Exactement. Et cinquièmement, le dernier fait surprenant sur le cerveau, alors que nous connaissons les périodes de repos et que nous dormons souvent d'un sommeil profond, le cerveau, lui, n'interrompt jamais son activité. C'est grâce à cette particularité qu'il nous est possible d'intégrer divers paramètres nécessaires à la conduite d'un véhicule ou d'écouter de la musique, de rêver sous l'influence parfois d'un stimulus extérieur qui conditionne nos représentations imagées. Aussi de reconnaître un objet que nous pensions n'avoir jamais vu, ou bien encore, nous a révélé l'analyse freudienne, d'enregistrer puis de refouler des événements expliquant certains de nos comportements. Finalement, le cerveau, ça fonctionne tout le temps, 24 heures sur 24, et enregistre toutes sortes d'informations qu'on n'est pas conscient d'enregistrer, mais qui s'enregistrent quand même. Puis Jocelyn Morettini nous avait déjà dit que le cerveau fonctionnait à 100%, pas juste à 10%. Oui, c'est ça. C'est un mythe, ça, de penser qu'il y a juste une partie du cerveau, qu'on utilise juste 10% de notre cerveau. C'est un mythe. C'est une façon de... Merci beaucoup. C'est un beau sujet. Donc, 5 faits surprenants sur notre cerveau à Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Mike Santoro nous propose sa thématique sur les limites. À l'Espresso allongé, le sujet est « À la recherche de son égocentrisme ». Vous entendrez aussi en chanson « Bordel Centre-Ville » de Judith Sonne et « Les petites bottines » de Simon Boudreau. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. Bien, je suis en compagnie de Mike Santoro. Bonjour Mike, bienvenue à Folie douce encore une fois. Bonjour. Bonjour, alors tu es chroniqueur à notre émission. Tu nous parles bien sûr de santé mentale, beaucoup de vécu dans ton cas. Mm-hmm. Aujourd'hui, on parle des limites. Il y a des limites partout, des limites de vitesse, des limites de ci, des limites de ça. Mais il y a des limites dans la vie, puis surtout en rapport avec la santé mentale. Donc, j'aimerais qu'on voit, en fait, qu'on regarde un peu les différentes facettes de ça, des limites. Qu'est-ce que tu veux dire? Justement, on va aborder plusieurs sujets, mais... Qu'est-ce que je voulais parler? C'est des limites que les gens mettent sur nous, comme personne qui a un vécu de santé mentale. Okay. Alors que ce soit les limites que moi, je me mets sur moi-même ou des limites que les autres mettent sur moi. Ouais. Alors, ça, faut faire attention parce que si moi, dans mon cas, mettons, si je regarde 30 ans en arrière, puis j'aurais écouté tous les gens, puis si j'aurais fait toutes les choses que les gens ont mis des limites sur moi dans ce temps-là, j'aurais jamais arrivé où je suis aujourd'hui. Alors, faut faire attention quand
Puis aussi, comme, mettons, si des organismes ou des gens qui travaillent, qui ont des clients, qui ont des gens qui ont des maladies mentales ou des problèmes de santé mentale, il faut faire attention aux limites que eux ou que vous mettez sur des gens qui ont des maladies mentales. Parce que souvent, on dit, il n'est pas capable de faire ça. Il a une maladie mentale. Mais là, tu sais, peut-être il va être capable dans 2 mois ou 1 mois si on prend le chemin qu'on a besoin de prendre pour y arriver. Oui. C'est sûr, peut-être qu'il ne pourrait pas le faire maintenant, mais peut-être qu'il pourrait y arriver dans 2-3 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Donc, on va peut-être trop vers la facilité, dans le sens, on généralise, on se dit, OK, ça sera pas bon pour lui, mais sans trop savoir, sans trop personnaliser, peut-être que cette personne-là est assez forte pour faire telle chose, puis qu'on juge à l'avance de quelque chose qui est pas exact. Mais regardez ici, moi, juste dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à l'hôpital pendant des années que moi, j'étais là souvent. Oui. Puis, il était très, très surpris de me voir aujourd'hui où je suis rendu. Il te reconnaît, mais il te voit dans un autre mood que tu avais. Complètement, parce que aussi, en parlant des hôpitaux ou des centres de crise ou même des médecins, souvent, ils voient des clients qui sont en crise ou ils voient des personnes qui sont vraiment malades à ce point-là. Puis quand on voit ces gens-là 8 heures par jour, on perd conscience que ces personnes-là, ils vont rétablir, ils vont s'améliorer. Dans 2 ans, dans 3 ans, c'est plus la même personne. C'était juste une période d'une semaine ou 1 mois ou 2 mois, 4 mois, 6 mois qui ont vu cette personne-là, mais ils ne réalisent pas que cette personne peut rétablir. Alors, c'est important d'être conscient de ça, d'être conscient des limites qu'on met sur des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Oui. Est-ce que la personne elle-même qui a des problèmes de santé mentale peut se mettre des limites? Absolument. Parce que ça arrive aussi. Ah ben oui, ça arrive tout le temps. C'est ça. Moi aussi, je l'ai fait, ça. J'ai mis des limites jusqu'à temps j'ai réalisé que, oui, OK, j'ai des limites. C'est sûr que j'ai des limites. Mais faut faire attention aux limites que je me mets sur moi-même. Parce que des fois, je peux penser que je suis pas capable de faire quelque chose, mais si je me mets à le faire, puis je prends le temps d'apprendre, puis d'être avec les bonnes personnes, de m'entourer comme il faut avec des bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider à réussir dans cette chose-là, les chances sont que peut-être je vais être capable de le faire. Puis si c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je veux vraiment faire, il n'y a pas de limite. Alors, je suis comme tous les autres, juste que j'ai ce problème-là. Peut-être que je dois faire des choses un petit peu différemment, mais je suis capable de faire n'importe ce que je mets ma tête à faire. Donc, les limites en soi, c'est pas négatif, mais il faut qu'elles soient adaptées à nous. Parce que un peu quand tu dis aussi tu vas beaucoup pour la prévention, dans le fond, tu te mets des limites. D'une certaine façon, c'est des limites, mais on ne le voit pas aussi limitatif que ça, mais ça en est un peu des limites. Non, mais des limites, aujourd'hui, quand je mets des limites sur moi-même, c'est souvent des limites que, pour être comme en termes de, mettons, je dormirais pas, je resterais pas debout 24 heures, 3-4 jours de fil. Ça, c'est une limite, mais c'est une limite qui est aussi réaliste. C'est une chose qui est normale, si je peux dire. Ouais. Mais quand je parle de limites dans ce contexte-là, c'est surtout les limites que les gens nous mettent sur nous-mêmes, puis que moi, une personne qui a un vécu de santé mentale, qui met sur lui-même. Oui. Puis, comme je disais tantôt, faut faire attention à ça. Plus des embûches dans le sens de dire, il n'est pas capable de faire ça, il devrait pas faire ça, il devrait pas aller dans cette direction-là, mais des fois, on s'empêche peut-être d'évoluer. Là. Exact, parce que la personne qui écoute ça tout le temps, qui entend ça tout le temps, il va commencer à le croire. Ouais. Puis s'il commence à croire qu'il n'est pas capable de conduire, qu'il n'est pas capable de sortir de la maison puis avoir un emploi, puis c'est sûr qu'il va peut-être même pas essayer de le faire. Ouais. Puis je vous dis que j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui... les gens autour de moi mettaient des limites, puis moi, je n'en avais pas mis. Ouais. Puis je pense à je peux pas dire des noms, mais je pense à des personnes en particulier. Puis j'ai réussi, en leur donnant de la confiance, en leur montrant, puis en leur donnant un petit peu à la fois, comme ça a été fait avec moi. Oui. Ces personnes-là ont réussi à développer à un niveau que les gens autour étaient pas mal surpris. Oui. Si on regarde plusieurs types de personnes ou dans l'environnement qu'on peut avoir, là, une personne qui a un problème de santé mentale fait affaire avec un docteur, avec son médecin traitant. Dans quel sens que le médecin peut amener des limites ou qu'est-ce qui peut être
peut-être négatif ou peut-être plus si on parle de toi, là, si tu veux parler plus personnellement. Faut bien comprendre ou bien faire la distinction entre des limites puis être réaliste. Ouais. Si ça fait 5 ans ou 10 ans que je travaille pas, puis que je dors 20 heures par jour, puis là, le lendemain, je veux travailler 8 heures par semaine, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, ça, c'est pas une limite, c'est juste pas réaliste. Ouais. Alors, il y a une différence. Faut faire attention à ça. Ouais. Mais de dire que tu peux jamais travailler, ça, pour moi, c'est une limite que tu mets sur une personne ou pour dire, je sais pas, tu vas jamais avoir un conjoint, tu vas jamais être capable de faire ce que tu veux faire. Ça, c'est des choses qu'il faut vraiment y penser avant de dire ces choses-là, parce que c'est des choses qui font beaucoup mal à la personne. C'est des choses que moi, après toutes ces années-là, ces voix-là, je peux dire, c'est pas des... pas des voix audibles, mais les voix. Ces messages-là ouais. sont encore présents aujourd'hui, après 30 ans, 31 ans, sont encore là. Ça marque, ça reste, ça marque. Ça reste. Mais tout est dans le... Tu sais, notre société est tellement rapide et tellement peu personnalisée à l'individu. Pourtant, on aurait tout à gagner de prendre le temps d'aider. Puis quand la personne est un peu un genou à terre, ben, tu essaies de l'aider. Mais on est tous un petit peu tiraillés par le temps. C'est dommage, tu sais, parce que dans un monde idéal, tout le monde s'aiderait, tout le monde se dirait, ben, je vais t'accompagner, je vais te donner tu sais, l'encouragement que tu as besoin, tout ça. Mais c'est pas évident, là. Non, c'est pas évident, mais en même temps, on a 24 heures dans une journée et puis faut penser comme il faut comment le dépenser ces 24 heures. Ouais. Regardez le temps, je trouve aujourd'hui que le temps, c'est la chose la plus de valeur qu'on a dans la vie. C'est vrai. Puis c'est des décisions qu'on fait. Comment dépenser ce temps-là? Ouais. Puis je vous le dis que des fois, un peu de temps qu'on dépense, qu'on a avec quelqu'un qui en a besoin, même si c'est juste une demi-heure, ça fait beaucoup de bien à cette personne-là. Ça fait la différence. Ça peut faire une grosse différence. Ouais. Parce que les gens sont passés, tu sais, depuis des années, on dit tout le temps, faut qu'il y ait des plans personnalisés, tout ça. Puis c'est vrai que ça passe par là, parce qu'il n'y a pas une personne pareille. Puis il y a une personne qui a des limites. Quand on parle de limites, il y a des gens qui ont plus de limites, mais qui ont besoin d'aide, puis ils vont développer leur force, puis ils vont passer par-dessus. Ils vont surpasser des limites, en fait. Mais c'est ça qui est la clé, là. Donc, mais est-ce que tu as quand même dans l'environnement, dans ton environnement, dirais-tu qu'il y a certains types de personnes qui t'ont mis plus de limites dans la vie ou sans nommer des noms, évidemment, mais est-ce qu'en général, est-ce que la famille proche, est-ce qu'elle va mettre plus de limites que des amis, que des médecins, que des travailleurs sociaux? J'ai pas fait les statistiques là-dessus. On fait pas le procès, là, mais c'est juste mon impression de... Regarde, des limites, j'en ai eu partout. Partout. La famille, des amis, des copines, des parents des copines, des parents. C'était partout. Là, il y en avait-tu certaines des catégories qui étaient plus que d'autres? J'en ai aucune. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rendait fâché par rapport à ça? Est-ce que tu as déjà, dit, ben écoute, tu voulais casser un peu ce moule-là, dans le fond, parce que, tu sais, à un moment donné, il faut s'en sortir, puis je peux comprendre que des fois, on est étiqueté, puis donc les gens, c'est pas méchamment qu'ils vont donner des limites. Ils veulent te préserver, en fait, ils veulent t'aider, j'imagine, mais à un moment donné, tu deviens comme... Mais regardez, il y a une chose que quelqu'un dans ma famille, ça fait longtemps de ça, qui a fait, qui m'a vraiment marqué. Puis il y a eu, j'allais dire l'idée, mais il y a eu l'intelligence, si je peux dire, de réaliser que je devais rencontrer quelqu'un qui avait la même maladie que moi dans le temps, qui avait cette étiquette-là dans le temps, puis que lui, l'autre personne, il vivait bien avec ça. Alors ça, c'était quelque chose qui était extraordinaire. Quand je regarde en arrière, je me souviens très très bien de quand on s'est rencontrés, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Ouais. C'était une personne qui était mariée, c'était une personne qui avait 3 enfants. Toutes les affaires que moi je voulais dans ma vie, lui il l'avait, puis il avait dans le temps le même diagnostic que moi. Alors ça m'a inspiré, puis ça l'a arrêté
ces voix-là, si je peux dire, ces voix-là qui me donnaient toutes ces limites-là, dans ma tête, ça les a comme éteints un peu plus. Puis ça, pour moi, c'était extraordinaire de vivre cette expérience-là, de boire un café, si je peux dire, ou un coke avec cette personne-là, parce que ça m'a beaucoup aidé. Puis ça m'a fait réaliser que c'était possible de vivre bien. Ouais. Puis j'avais juste à m'aligner dans cette direction-là, puis travailler fort, puis faire toutes les choses que j'ai été capable de faire. Mais l'idée, c'était là. Puis souvent, ça commence avec une idée. Parce que si on n'a pas l'idée, si on ne sait pas que c'est possible, c'est sûr, on n'essayerait même pas. Il y a beaucoup d'insécurité, puis on se dit tout le temps, est-ce que je vais être capable? Est-ce que les médicaments vont me rendre incapable des gens ont toutes sortes de choses qui sont hors d'eux, dans le fond, qui disent, je peux bien avoir la volonté de tasser des montagnes, mais si il y a plein d'éléments qui m'abaissent, c'est ça qui est difficile aussi, là. Dans mon cas, le plus je m'améliorais, le moins de médicaments que j'avais besoin. Parce que j'avais moins de symptômes. Ouais. Puis c'est sûr que si je resterais chez nous, puis je dormirais, puis je ferais rien, ça aidera pas avec les symptômes, ça m'aidera pas de vivre mieux. Oui, exactement. Donc, faut aller de l'avant, il faut essayer de repousser ces limites-là, justement. On parle de limites, puis avoir des contacts avec des gens. Garder les contacts avec plusieurs gens autour de moi, puis pas arrêter puis pas s'isoler. Ça, c'est sûr. Et de pas penser qu'on est toujours au-dessus. Il faut toujours être un petit peu dans le doute, dans le fond, de façon positive, mais il faut toujours se garder un petit côté de doute, dans le sens, c'est ça qui nous pousse peut-être à justement se remettre en question puis à aller de l'avant, là. Exact. Ben, merci beaucoup pour ta participation encore une fois. Merci à vous. Bonne continuité. Merci. Bonne évolution dans ta vie aussi. C'est toujours intéressant. Merci. Merci. Le soleil se lève sur le bordel centre-ville. Il y a de la lumière, mais tout le monde dort. Tranquille dans l'appartement. C'est pas mieux qu'avant, ça change pas pour autant. J'attends la nuit. Enfin, je vis. Je mets mon cœur dans un bocal comme un apport. Ça prend jamais beaucoup de temps et je finis dans
Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca. On poursuit maintenant avec l'espresso allongé. Alors, Pierre Laporte, toujours ici, et Ghislain Malo. Oui. Alors, on va y aller avec un sujet qu'on a déjà abordé dans le passé. Pierre, tu nous avais amené ce sujet-là, mais on va aller un petit peu plus loin. C'est à la recherche de son égocentrisme et non pas de son égoïsme. On avait démêlé ça un peu dans ce Mais là, on le reprend pour flatter notre égo personnel à nous. Oui, c'était selon un article de monsieur qui s'appelle Jean Rochette, qui est psychologue. Oui. Et oui, c'est ça. Je voulais ramener le sujet parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Alors, ce monsieur Jean Rochette, psychologue, nous dit « On ne peut pas changer l'autre. On ne peut que l'accepter, lui mettre des limites, s'il le faut, le fuir, mais on ne peut pas le changer, le ou la changer. Et il y a de fortes chances pour que si cela nous dérange autant, l'on soit, nous aussi, à l'occasion, plutôt égocentrique. » Ça veut dire que dans une relation de couple, il ne faut jamais vouloir changer l'autre. Lui, ce monsieur Rochette nous dit, oui, on peut mettre des limites à une personne, mais vouloir la changer complètement, c'est... Tu veux dire la polir plus que la changer. Si tu peux appeler ça comme ça. Lui nous dit, ce qu'il faut donc faire, c'est de partir en soi à la recherche de l'égocentrique que nous sommes forcément au moins un peu. C'est le débusquer, identifier ce qui est à la source de ça et travailler à le modifier. Car c'est un fait. Le seul moyen de débarrasser la planète des égocentriques, c'est de la débarrasser de moi-même en tant qu'égocentrique. Juste une question, c'est-tu bon que de débarrasser des égocentriques? Parce qu'il y a des égocentriques qui ont fait des grandes choses aussi. Peut-être, tu as un bon point. Mais on peut essayer d'être soi-même moins égocentrique. Parce que ce monsieur Rochette nous dit, pour les autres, je n'y peux rien. Mais cela me répugne d'avoir à considérer mon égocentrisme, car cela va à l'encontre de l'image généreuse que j'ai de moi. Pourtant, c'est à cette seule condition que je ferai une différence. Mais suis-je vraiment égocentrique? Lui nous répond bien sûr. Et voici 5 questions à se poser. Premièrement, est-ce qu'on peut répondre? Mais tu peux répondre si tu veux. Répondre. On va voir. Lui, il nous dit, en fait, c'est pas des questions, c'est des questions qu'on peut se poser. Je suis égocentrique à chaque fois que je porte un jugement sur quelqu'un parce que ce jugement ne peut être fait qu'à partir de moi, puisque je ne suis pas dans ses souliers à lui. C'est sûr. Mais est-ce que c'est pas des fois important de faire des jugements, même si on est tard, parce que on serait pas humain. Des fois, on voit un comportement puis ça nous tape sur les nerfs. Oui, on est porté à juger les autres. Oui, c'est vrai. Mais ton explication est bonne, dans le fond, c'est ça. On juge les autres, mais il faut être prudent. Oui. Moi, je l'ai fait. Là, je peux pas dire que je l'ai pas fait. Deuxièmement, je suis égocentrique à chaque fois que je pense comprendre quelqu'un et qu'il me répond que je n'ai pas compris. Parce que le seul à savoir s'il a été compris est bien celui qui s'explique. Ouais. Et quand bien même je penserais très fort que je l'ai compris, s'il ne l'a pas senti, c'est forcément qu'il a raison. Ouais. Troisièmement, je suis égocentrique à chaque fois qu'une phrase commençant par « moi à ta place » me brûle les lèvres, parce que je ne suis pas à la place de l'autre et que mes solutions peuvent n'avoir rien à faire avec les siennes. Oui, parce que c'est adaptable à tout le monde. On a tous une personnalité, puis des intérêts, puis une compréhension personnelle. 3 en 3 adapte, dans mon cas. On score fort, mais c'est peut-être pas de bonne nouvelle. Quatrièmement, je suis égocentrique à chaque fois que je suis dans des besoins criants, parce que je n'ai pas alors la disponibilité d'écouter vraiment l'autre. Je n'ai pas non plus la patience requise pour le comprendre vraiment pour lui-même. Ben là, je comprends pas. Là. C'est tes propres besoins ou c'est les propres besoins quand tu dois écouter l'autre? Non. Tu es égocentrique. Tu es égocentrique si tu as des besoins criants. Parce que là, c'est vraiment seulement toi qui compte. C'est ça. Ben, parce que tout le monde, on a des besoins des fois qui sont criants. Oui, mais des fois, tu peux t'oublier pour répondre. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une différence entre... Ouais. En tout cas. Et 5e point, je suis égocentrique à chaque fois que je fais quelque chose pour quelqu'un qui ne part pas de ses besoins à lui, mais de ceux que je crois qu'il a. Il y a probablement des égocentriques professionnels qui sont incapables de voir autrement qu'avec leurs propres valeurs et leurs propres préoccupations, et peut-être ai-je cette tendance. Mais tant que j'ai à cœur de vraiment comprendre l'autre pour ce qu'il est, il y a de l'espoir, parce que l'égocentrisme, ça se soigne.
très bien par ailleurs. Tant que l'on peut s'accueillir dans toute notre réalité et que l'on peut se regarder sans avoir le besoin viscéral de se trouver l'être le plus généreux de la Terre. Alors, c'est quand même intéressant, mais j'ai pas fait un 5 sur 5 parce que les autres points étaient quand même, je me sentais pas si concerné. Des fois, entre dire les besoins de l'autre, puis pour moi, être peut-être l'égoïste de vouloir beaucoup. Ça, c'est plus dire réussir, c'est plus de l'égoïsme que de l'égocentrisme. Mais c'est surtout de ne pas se placer à la place de la personne. C'est un peu il faut faire attention, puis on a tendance à le faire, puis je pense qu'on le fait avec les meilleures intentions. Ouais. Hein? On se place, on voit l'autre. Mais comme quand tu nous parlais de la mère là, qui cuisinait un plat qu'elle aimait, qu'elle pensait qu'il était bon, mais que sa fille détestait. Mais moi, je sais que j'ai déjà fait souvent ça avec d'autres personnes. Je leur donne des choses, puis je suis certain de mon affaire parce que je me dis, c'est ça qu'ils ont besoin, mais il faut être prudent avec ça. Oui, absolument. C'est ça. Mais c'est dur. Parce qu'on peut être égocentrique avec les meilleures intentions. C'est ça qu'il nous dit, le monsieur Rochette. C'est pas nécessairement négatif. On ne peut pas toujours être dans les souliers de l'autre, puis on n'est pas toujours, on les suit pas tout le temps non plus. Non, c'est ça. Les paramètres des gens, c'est bien compliqué. Déjà, les nôtres, c'est compliqué. Comprendre les leurs, c'est... La vie, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Merci beaucoup, Chelin. Merci, Pierre. Beau sujet, encore une fois. Merci. Maquer les petites bottines qui d'un pas timide me suivent à distance, pilotant mes pas. Parfait inconnu, une vieille connaissance ou ma petite copine devenue nouvelle ex. D'un coup je me retourne, perçois l'appel et je la reluque de la tête aux pieds. Mes yeux voient ses yeux, passe sur ses seins, pose le regard sur ses petites bottines. Car la demoiselle aux petites bottines est tellement jolie. Un petit bout de femme qui me donne l'impression que je suis si petit. Car la demoiselle aux petites bottines est drôlement jolie. Un petit bout de femme qui me rappelle que je vis seul dans un 3,5. Dans mon 3,5. Savez, nombreux sont les gens qui évitent souvent les nombreuses questions par peur de réponse. Mais moi, curieusement, je me pose fréquemment toutes ces questions qui s'en viennent de réponses. Me sortant ma tête, la jolie demoiselle me demande poliment ce que je fais de ma journée. Moi, tout gêné, le regard sur ses pieds, lui dit et m'invente que je suis occupé. Car la demoiselle aux petites bottines est tellement jolie. Un petit bout de femme qui me donne l'impression que je suis si petit. Car la demoiselle aux petites bottines est drôlement jolie. Un petit bout de femme qui me rappelle que je vis seul dans un 3,5. Dans mon 3,5. Qui donc peut être aussi con, un gars du nom de Simon? Me lance un piéton à l'affût de ma question. Question qui pourtant, mon grand étonnement, j'avais cru chuchoter. Caché entre mes dents, on entend ce qu'on entend. Voit ce qu'on voit, on peut se mettre à croire à ce qu'on ne voit pas. La morale de l'histoire, dites bien poliment lorsqu'on se ferme la gueule. On est ce qu'on veut pas. Si la demoiselle, petite bottine, était si jolie, pourquoi m'empêcher d'aller le lui dire aussi petit que je suis? Si la demoiselle aux petites bottines était si jolie, un autre que moi est en train de le lui dire. Et moi je suis ici, dans mon 3,5. Car la demoiselle aux petites bottines est tellement jolie. Un petit bout de femme qui me donne l'impression que je suis si petit. Car la demoiselle aux petites bottines est drôlement jolie. Un petit bout de femme qui me rappelle que je vis seul dans un 3,5. Dans mon 3,5. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Bien, déjà presque la fin de cette émission de Folie douce. Chelin Malo à ma compagnie, ainsi que Pierre Laporte, pas très loin. Donc, on écoutait un beau choix musical. On va faire la nomenclature des chansons, par respect, évidemment, aux créateurs, aux interprètes des chansons. Donc, on a écouté la première chanson, Hôtel Amour. Oui, de Ariane Moffat. Oui, on a écouté Un tambour. Marie-Josée.
Oui, on a écouté un mot. Oui, mais dans un mot collé, effectivement. En deuxième demi, on a pu entendre Bordel Centre-Ville. Oui, de Judith Son. Et à l'instant, Les Petites Bottines. De Simon Boudreau. Et voilà, donc c'était votre choix musical pour cette semaine. Merci beaucoup, Ghislain, pour ce choix. Merci, Pierre Laporte, également, pour ton choix et la mise en onde. Merci à toi. Et aussi pour les blocs Espresso et Espresso allongé. À l'Espresso, il était question des 5 faits surprenants sur notre cerveau. On a appris des choses, effectivement. C'est un organe à découvrir. En fait, c'est un monde à découvrir pour les prochaines années, le cerveau, je pense. Parmi tant d'organes. Ouais, ça va nous rendre plus intelligents. Oui. On a écouté dans l'autre bloc Espresso allongé, donc à la recherche de son égocentrisme. Je remercie aussi nos invités, Louise Lancio et Vicky, qui nous ont parlé des appartements de l'Assomption, nous ont parlé aussi de leur implication au niveau des ateliers Folie Douce. On a pu entendre la chanson également. Donc, merci à vous deux. Et je remercie aussi notre collaborateur, Mike Santoro, qui nous a parlé des limites. Alors, tout ça dans l'émission Folie Douce, c'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine, à la prochaine Folie Douce. Au revoir. Pop